Les tueurs en série sont célèbres pour leurs esprits tordus et leurs actes glaçants. Et lui, cela ressemble à quelqu'un qui est sous l'emprise de drogue. La personne semblait... Mais une fois qu'ils sont filmés devant des intervieweurs, même en essayant de justifier leurs actions, c'est comme regarder un film d'horreur. Examinons les interviews de tueurs en série les plus troublantes jamais enregistrées. En apparence, Bryan Steven Smith était un homme calme et discret. En 2023, le journaliste d'investigation David Scott s'est assis pour une interview qui allait révéler le psychisme sombre et tordu de Bryan Steven Smith, un homme qui avait mené une existence duplice en tant que tueur en série. Smith, un immigrant de 53 ans originaire d'Afrique du Sud, résidait à Anchorage, en Alaska, depuis plusieurs années. Pour ceux qui l'entouraient, il était perçu comme un individu calme et discret, se fondant parfaitement dans le tissu de la communauté. Cependant, sous ce vernis de normalité, se cachait un prédateur dont les actions odieuses allaient provoquer des ondes de choc à travers la nation. La façade que Smith avait méticuleusement construite a commencé à s'effondrer en septembre 2019. Une femme, en marchant le long d'une rue à Anchorage, est tombée sur une carte mémoire abandonnée étiquetée « Homicide au Midtown Marriott ». La curiosité l'a poussée à en examiner le contenu, révélant une mine de vidéos et d'images troublantes. Les images montraient de la torture brutale et le meurtre d'une femme qui a ensuite été identifiée comme étant Kathleen Jo Henry, âgée de 30 ans. Les preuves étaient à la fois explicites et accablantes, capturant la voix et le visage du coupable, qui ont rapidement été associés à Smith. Smith a été rapidement arrêté et lors d'interrogatoires intenses, il a avoué plusieurs meurtres, y compris celui de Veronica Abuchuk, âgée de 52 ans. Son modus operandi consistait à fréquenter les bars et clubs locaux où il cherchait des femmes vulnérables, souvent celles luttant contre la dépendance ou l'itinérance. Il se liait d'amitié avec elles, leur offrant des trajets ou de l'aide, pour ensuite les attirer dans des endroits isolés où il libérait ses fantasmes violents. Nous avons quelques affaires. Nous voulons vous parler aujourd'hui, donc j'apprécie que vous soyez venus ici avec ces gars pour nous parler. Lors de l'interview de 2023 avec David Scott, Smith a raconté ses actions avec un détachement glaçant qui a laissé les spectateurs et auditeurs mal à l'aise. Il parlait d'un ton calme, presque monotone, détaillant comment il choisissait ses victimes en fonction de leur vulnérabilité perçue. Elles étaient des cibles faciles. Il a déclaré sans détour son absence de remords évidente. Il a décrit les méthodes qu'il employait pour gagner leur confiance, se présentant souvent comme un bon samaritain, pour ensuite les trahir de la manière la plus horrible imaginable. Lorsque Scott a sondé plus profondément la psyché de Smith, tentant de découvrir les motivations derrière son comportement monstrueux, les réponses de Smith étaient évasives et cryptiques. Il a fait allusion à une envie insatiable, une compulsion à laquelle il se sentait impuissant de résister. C'était comme une faim, a-t-il expliqué, quelque chose qui devait être nourri. Malgré cet aveu, il n'a offert aucune explication concrète sur pourquoi il choisissait d'agir selon ses impulsions, laissant un vide là où la compréhension aurait pu être. L'un des aspects les plus troublants de l'interview était la description par Smith des moments précédant son arrestation. Il a raconté un sentiment d'inévitabilité, comme s'il savait que sa capture était imminente. « J'avais l'impression que cela touchait à sa fin », a-t-il dit, presque avec nostalgie. Lorsqu'on lui a demandé s'il ressentait un soulagement en étant appréhendé, il a hoché la tête. D'une certaine manière, oui, la fuite, la prétention, c'était épuisant. Cette reconnaissance des doubles vies qu'il menait, l'individu apparemment normal et le tueur clandestin, soulignait le poids psychologique de maintenir une telle façade. L'impact des crimes de Smith sur la communauté d'Anchorage a été profond. Les résidents qui se sentaient autrefois en sécurité dans leur ville étaient désormais saisis par la peur et la méfiance. La révélation qu'un tueur en série avait vécu parmi eux, non détecté pendant des années, a brisé le sentiment de sécurité que beaucoup prenaient pour acquis. Les dirigeants communautaires et les responsables de l'application de la loi ont fait face à un examen minutieux, les citoyens exigeant de savoir comment de telles atrocités avaient pu se produire sans être remarquées. Paraphilie, caractérisée par des désirs anormaux, impliquant généralement une activité extrême ou dangereuse. En juillet 2024, Smith a été présenté devant le tribunal pour le prononcer de la sentence. Les procédures ont été marquées par des témoignages émouvants des familles de ses victimes, leur chagrin palpable, alors qu'elles racontaient l'impact dévastateur de leur perte. Smith est resté impassible tout au long, son comportement inchangé, même lorsqu'il a été condamné à 226 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge, en prononçant la sentence, a souligné la brutalité pure des actions de Smith, déclarant qu'il représentait une menace significative pour la sécurité publique et que la longue peine
était nécessaire pour s'assurer qu'il ne ferait jamais de mal à une autre âme. Le cas de Brian Stephen Smith sert de rappel sinistre du potentiel de mal, qui peut résider chez des individus qui, en surface, semblent bénins. Il souligne l'importance de la vigilance et la nécessité pour les communautés de regarder au-delà des apparences extérieures. Le département de police d'Anchorage a fait face à des critiques pour ne pas avoir identifié plus tôt le schéma des disparitions, ce qui a conduit à des appels pour améliorer les procédures d'enquête et les systèmes de soutien pour les populations vulnérables. À la suite de la condamnation de Smith, plusieurs initiatives ont été lancées visant à protéger les victimes potentielles et à prévenir des tragédies similaires. Des programmes de sensibilisation communautaire ont été établis pour fournir des ressources et un soutien aux personnes en difficulté avec l'itinérance et la dépendance des groupes démographiques, que Smith ciblait souvent. De plus, les agences de maintien de l'ordre ont reçu une formation pour mieux reconnaître et enquêter sur les schémas qui pourraient indiquer la présence d'un délinquant en série. Pour ceux qui cherchent à comprendre plus profondément l'affaire et l'esprit de Brian Stephen Smith, l'interview menée par David Scott reste une ressource essentielle. Elle offre un aperçu rare de la psyché d'un tueur en série, fournissant des perspectives à la fois troublantes et éclairantes. L'interview se dresse comme un témoignage de l'importance du journalisme d'investigation pour révéler des vérités qui pourraient autrement rester cachées, et elle sert de réflexion sobre sur l'obscurité qui peut habiter l'âme humaine. Ce prochain cas est tout simplement palpitant. 40 est une estimation. J'ai donné un chiffre entre 30 et 40. Je pense que j'ai identifié Charles Cullen, né le 22 février 1960 à West Orange, New Jersey, est devenu l'un des tueurs en série les plus notoires d'Amérique. Au cours d'une carrière infirmière de 16 ans, il a avoué avoir mis fin à la vie de nombreux patients dans divers établissements médicaux du New Jersey et de Pennsylvanie. Bien qu'il ait admis au moins 40 meurtres, certaines estimations suggèrent que le nombre réel pourrait être bien plus élevé. La vie précoce de Cullen était remplie de défis en tant que plus jeune de 8 enfants dans une famille catholique de la classe ouvrière. Il a fait face à des difficultés importantes, y compris la perte de son père peu après sa naissance. Il a décrit son enfance comme misérable, marquée par le harcèlement et de multiples tentatives de suicide. Malgré ses luttes, Cullen a poursuivi une carrière en soins infirmiers, obtenant son diplôme de l'école d'infirmière de l'hôpital Mountainside en 1986. Sa carrière d'infirmier a commencé au St. Barnabas Medical Center, Livingston, New Jersey, où il a commis son premier meurtre en 1988. En administrant une overdose mortelle à un patient. Cet acte a déclenché une série de décès qui se poursuivraient pendant plus d'une décennie. La méthode de Cullen consistait généralement à administrer des overdoses de médicaments comme la digoxine, l'insuline et l'épinéphrine, exploitant sa position pour accéder à ces médicaments sans éveiller de soupçons immédiats. Tout au long de sa carrière, Cullen a travaillé dans plusieurs hôpitaux, y compris le Warren Hospital à Phillipsburg, New Jersey, et le Liberty Nursing and Rehabilitation Center à Allentown, Pennsylvanie. Dans chaque établissement, des décès inexpliqués de patients ont suivi son passage. Malgré les signaux d'alarme et les enquêtes internes, Cullen échappait souvent à la détection, en partie à cause d'un manque de mécanismes de signalement complet et d'une pénurie nationale d'infirmiers qui rendait les hôpitaux réticents à examiner de près le personnel. Pour un hôpital, demander trop ou en dire trop devenait un risque. Vous ne pouvez pas pénaliser une infirmière pour chercher à se faire conseiller. La vie personnelle de Cullen était tout aussi tumultueuse. Il a épousé Adrienne Baum en 1987, avec qui il a eu 2 filles, mais le mariage s'est terminé par un divorce en 1993. Sa santé mentale s'est détériorée au fil des ans, menant à plusieurs tentatives de suicide et à des périodes de traitement psychiatrique. Malgré ces problèmes, il a continué à trouver du travail dans le secteur de la santé, où il a perpétué ses crimes. Le tournant est survenu lors de son emploi au Somerset Medical Center à Somerville, New Jersey. En 2003, l'hôpital a commencé à remarquer des anomalies, tels que des accès non autorisés aux médicaments et aux dossiers des patients. Un moment crucial a été l'implication de l'infirmière Amy Lugran, une collègue qui est devenue suspicieuse des activités de Cullen. Travaillant avec les forces de l'ordre, Lugran a aidé à rassembler des preuves qui ont finalement conduit à l'arrestation de Cullen le 15 décembre 2003. Lors d'entretiens ultérieurs et de procédures judiciaires, Cullen a avoué de nombreux meurtres, exprimant une croyance erronée selon laquelle il soulageait la souffrance des patients. Cependant, beaucoup de ces victimes n'étaient pas en phase terminale, et ces actions ont causé un immense chagrin à d'innombrables familles. En 2006, Cullen a été condamné à 18 peines de réclusion à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle.
garantissant qu'il passerait le reste de sa vie en prison. L'affaire de Charles Cullen a eu un impact profond sur la communauté médicale, conduisant à un examen accru des professionnels de la santé et à la mise en place de systèmes de surveillance plus robustes pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Son histoire sert de rappel glaçant du potentiel d'abus de confiance au sein des professions de soins et souligne l'importance de la vigilance et de la responsabilité dans les milieux de soins de santé. Si vous pensez que son calme vous donne des frissons dans le dos, attendez d'entendre parler d'Arthur Shawcross. Après que j'ai avoué les 11, il était comme un gros bonhomme. Arthur Shawcross, tristement connu sous le nom de tueur de la rivière Genesee, a donné des interviews glaçantes en 2008, offrant un aperçu troublant de sa psyché et de la brutalité de ses crimes. Son comportement tout au long de ces interviews, qui ont été menées alors qu'il purgeait une peine de réclusion à perpétuité, était froid, détaché et complètement dépourvu de remords. Shawcross, responsable de la mort d'au moins 11 femmes à Rochester, New York, entre 1988 et 1989. Il a expliqué ses actions violentes avec un calme troublant. Ses confessions perturbantes révèlent un homme qui non seulement manquait d'empathie, mais rationalisait son comportement monstrueux. Né à Kittery dans le Maine, le 6 juin 1945, Shawcross, ses premières années étaient loin d'être ordinaires. Il était l'aîné de 3 enfants dans une famille dysfonctionnelle. Sa mère, distante et peu affectueuse, a contribué à une enfance marquée par la négligence émotionnelle. Son père, alcoolique, soumettait souvent la famille à des accès de violence. Ce manque d'un environnement stable et nourricier a eu un impact durable sur Shawcross, façonnant son développement troublé. Dès son plus jeune âge, Shawcross a manifesté des comportements inquiétants. Il mouillait son lit bien au-delà de son adolescence, une condition souvent liée à des tendances violentes futures. Il était également socialement maladroit, avec un trouble de la parole. Cela l'a encore plus éloigné de ses pairs. Ses premières expériences de rejet, d'humiliation et de négligence ont été des facteurs clés dans la formation de la personnalité violente de Shawcross. Malgré ses difficultés, Shawcross a réussi à terminer le lycée, bien que ses cicatrices émotionnelles et psychologiques soient nées profondes. Après le lycée, Shawcross s'est engagé dans l'armée américaine, et a servi au Vietnam, où son exposition aux horreurs de la guerre n'a fait qu'aggraver son instabilité émotionnelle. Shawcross lui-même a affirmé plus tard que son temps passé au Vietnam avait été un tournant, mais la vérité sur le fait que cela ait déclenché ses tendances violentes reste incertaine. Son retour à la vie civile l'a vu lutter contre la colère et la frustration, ce qui a finalement conduit à ses premiers meurtres connus. En 1972, Shawcross a été condamné pour les meurtres brutaux de 2 jeunes enfants à Watertown, New York. Ses premières victimes, Jack Blake, 10 ans, et Laurie Drove, 11 ans, ont été attirés dans les bois où Shawcross les a assassinés de sang-froid. Il les a étranglés et agressés, puis a disposé de leur corps, affichant un sens inquiétant du contrôle et du calme. Les actions de Shawcross étaient effroyablement calculées et il n'a montré aucun remords pour ses crimes odieux. Shawcross a été condamné à 25 ans de prison pour les meurtres, mais n'a purgé que 15 ans avant d'être libéré sur parole. Sa libération anticipée en 1987 a marqué le début de son règne meurtrier à Rochester. Malgré la nature horrifique de ses crimes, Shawcross a obtenu une seconde chance, qu'il allait gaspiller de la manière la plus terrifiante imaginable. Après sa libération, Shawcross a déménagé à Rochester, où il a rapidement repris ses tendances violentes. Entre 1988 et 1989, il a entrepris une série de meurtres qui a plongé la ville dans un état de peur et d'inquiétude. Il ciblait principalement des travailleurs profitant de leur vulnérabilité et utilisant leur confiance pour les attirer dans ses griffes. Une fois sous son emprise, il étranglait, violait et mutilait ses victimes avant de se débarrasser de leur corps près de la rivière Genesee, où ils étaient souvent laissés en état de décomposition pendant des jours. Son approche méthodique des meurtres lui a valu le surnom de tueur de la rivière Genesee. Shawcross est retourné sur le pont pour s'assurer que le corps était suffisamment sous le pont pour que nous ne puissions pas l'observer. La série de meurtres de Shawcross a duré plus d'1 an. Et la police n'avait aucune idée de l'identité du tueur jusqu'à ce qu'il l'appréhende enfin en janvier 1990. Il a été arrêté après avoir été repéré près de l'une des scènes de crime et son arrestation a marqué la fin d'un chapitre terrifiant dans l'histoire de Rochester. Shawcross, qui était sur le radar de la police depuis un certain temps, a rapidement été lié au meurtre. Une fois arrêté, le comportement de Shawcross lors de son interrogatoire était glaçant. Il a avoué les meurtres en détail, offrant des descriptions graphiques des crimes.
Cependant, son comportement était totalement désarmant. Shawcross parlait calmement, presque comme s'il discutait de quelque chose d'aussi banal qu'une promenade dans le parc. Il n'y avait aucun signe de culpabilité ou de remords, alors qu'il racontait les actes horribles qu'il avait commis. Son ton était stable et ses expressions restaient sans émotion, comme si les vies qu'il avait prises étaient insignifiantes pour lui. Dans l'interview de 2008, Shawcross a révélé que sa motivation pour les meurtres était liée à ses fantasmes sexuels. Il a déclaré qu'il avait besoin de tuer pour satisfaire ses désirs, montrant une absence totale d'empathie pour ses victimes. L'interview était profondément troublante, car Shawcross parlait ouvertement de ses crimes sans aucun signe visible de regret ou de chagrin. Sa froideur et la facilité avec laquelle il décrivait les meurtres soulignaient la nature glaçante de sa personnalité. Les psychologues ont étudié Shawcross de manière approfondie, cherchant à comprendre les facteurs qui ont contribué à ses tendances violentes. Beaucoup attribuent son comportement à une combinaison de son enfance abusive et de son temps passé au Vietnam, mais Shawcross lui-même minimisait ces facteurs. Au lieu de cela, il affirmait souvent que ses meurtres étaient le résultat de ses pulsions. Il parlait fréquemment de son besoin de contrôler les femmes, les considérant comme de simples objets, pour sa gratification. Ce manque d'empathie et la capacité à se détacher de la souffrance de ses victimes étaient un aspect clé de sa psychopathie. Je n'avais pas de dossiers médicaux lorsque ma mère me maltraitait. Son absence de remords, associée à sa rationalisation glaçante de ses actes, dressait un portrait clair de ses tendances psychopathiques. La capacité de Shawcross à compartimenter ses crimes et à les considérer comme insignifiants, par rapport à ses propres désirs, révélait un esprit non seulement perturbé, mais totalement incapable de comprendre les conséquences morales de ses actes. Ces interviews ont clairement montré que Shawcross ne se voyait pas comme un monstre, mais plutôt comme un homme qui satisfaisait simplement ses besoins. Shawcross a été reconnu coupable des meurtres et condamné à une peine de 25 ans à perpétuité. Il a passé le reste de sa vie derrière les barreaux, où il a continué à parler de ses crimes avec une fréquence troublante. Ces interviews, en particulier celles menées en 2008, servent de rappel glaçant de l'obscurité qui peut résider en un individu apparemment ordinaire. Shawcross est mort le 10 novembre 2008, à l'âge de 63 ans, toujours incarcéré au Sullivan Correctional Facility à New York. Malgré sa mort, l'héritage de Shawcross en tant que l'un des tueurs en série les plus notoires d'Amérique perdure. Son cas reste un exemple sinistre de la façon dont une combinaison de facteurs, tels qu'une enfance troublée, la négligence émotionnelle et l'exposition à la violence, peut transformer un individu en meurtrier. Les interviews de Shawcross continuent de hanter ceux qui étudient la psychologie criminelle car elles offrent une fenêtre rare et troublante sur l'esprit d'un homme qui n'a montré aucun remords pour les vies qu'il a détruites. L'histoire d'Arthur Shawcross est glaçante, remplie d'horreur, de dépravation et d'un manque total d'empathie. Ces interviews, menées en 2008, offrent un aperçu terrifiant de l'esprit d'un homme qui considérait ses victimes comme plus que des objets. Pour satisfaire ses pulsions violentes, le comportement froid et détaché de Shawcross et sa rationalisation de ses crimes servent de rappel troublant de la capacité de mal qui peut résider chez certains individus. Son héritage en tant que tueur de la rivière Genesee continue de façonner les discussions autour de la psychologie criminelle et sert d'avertissement sévère sur le potentiel de violence qui peut se cacher sous la surface de personnes apparemment ordinaires. Le tueur de la rivière Genesee était calme comme une rivière, mais dans ce cas suivant, on pouvait voir l'intervieweur trembler jusqu'aux os. Ces interviews, elles sont plus difficiles parce que tous les souvenirs reviennent. L'année 2023 a vu le dévoilement d'une histoire captivante et glaçante lorsque A&E a sorti un documentaire en 2 parties intitulé Cold Case Files, les meurtres de Rifkin. Ce n'était pas un documentaire ordinaire. Il ouvrait une fenêtre sur l'esprit sombre et tordu de Joel Rifkin, l'un des tueurs en série les plus infâmes de New York. Le documentaire a captivé l'attention dès le premier plan, offrant une plongée inédite dans les mystères non résolus liés à la série d'horreur de Rifkin. Joel Rifkin, un nom qui hantait les New-Yorkais au début des années 90, avait avoué avoir tué 17 femmes. Malgré ses aveux, toutes ses victimes n'ont pas été identifiées. Cela a laissé des familles en quête de clôture et des enquêteurs avec des affaires inachevées. L'équipe de A&E a décidé de s'attaquer à ce puzzle obsédant, en se concentrant sur les 2 femmes, toujours non identifiées des décennies après leur mort tragique. Ce qui rendait ce documentaire vraiment remarquable, c'était l'accès exclusif qu'il offrait à la fois aux enquêteurs et à Rifkin lui-même.
Le récit commençait avec des officiers de police retraités de l'État de New York revisitant des dossiers poussiéreux qui les avaient hantés pendant des années. Les spectateurs ont été emmenés dans les coulisses, témoins du processus minutieux de réouverture des affaires classées, des vieilles photographies, des notes griffonnées et des rapports médico-légaux incomplets étaient étalés sur les tables, montrant l'immense défi de relier les points dans des crimes qui avaient disparu de la mémoire publique. Ce qui distinguait vraiment cette série, c'était son interview rare avec Joel Rifkin, la première depuis plus d'une décennie. Le cadre de l'interview était austère, un rappel sinistre du mal qui se cachait derrière son calme apparent. Rifkin, maintenant aux cheveux gris et portant les marques de l'âge, était assis en face de la caméra, parlant d'une manière posée, presque détachée, de ses actions horribles. Sa voix glaçante et son regard inébranlable entraînaient les spectateurs dans l'abîme de sa psyché. Il racontait les détails de ses crimes comme s'il narrait des événements banals, un rappel brutal du monstre derrière le masque de la normalité. Numéro 9, son corps a été trouvé en mai 92 à Brooklyn. Le documentaire ne se concentrait pas seulement sur les confessions de Rifkin, il mettait en lumière les victimes, leur vie et le chagrin laissé dans leur sillage. Des images d'archives et des interviews émouvantes avec les familles des victimes dressaient le portrait d'individus dynamiques et aimés dont les vies ont été brutalement interrompues. La douleur dans leur voix était palpable, apportant une profondeur émotionnelle au documentaire qui allait au-delà du simple récit criminel. Un élément clé de la série était l'utilisation de la science médico-légale moderne pour revisiter d'anciennes preuves. Les avancées dans la technologie de l'ADN sont devenues un phare d'espoir pour identifier les deux victimes inconnues. On voyait des experts travailler sans relâche dans les laboratoires, extrayant et analysant soigneusement des échantillons à la recherche de la moindre trace d'indice. Le contraste entre les outils avancés d'aujourd'hui et les techniques rudimentaires des années 1990 soulignait les progrès réalisés dans la résolution des crimes au fil des ans. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, il devenait clair que les détectives des affaires non résolues ne faisaient pas que résoudre des crimes. Ils cherchaient injustice pour ceux qui avaient été oubliés. Le documentaire a révélé que le processus d'identification ne concernait pas seulement la science. Il impliquait également de passer au crible les rapports de personnes disparues, de retracer les histoires familiales et de se connecter avec les communautés. Chaque nouvelle preuve était célébrée et chaque impasse était affrontée avec résilience. Les interviews avec Rifkin ont révélé un mélange troublant d'intelligence et de manipulation. Il parlait de ses méthodes et de ses motivations avec un calme à la fois terrifiant et surréaliste. Parfois, il offrait des détails glaçants sur ses crimes, mais il y avait des moments où il semblait jouer avec les intervieweurs, retenant des informations, comme s'il savourait le pouvoir qu'il détenait encore. Ses mots peignaient le portrait sombre d'un homme qui n'avait aucun remords, seulement une fascination froide pour ses propres atrocités. Le documentaire a également mis en lumière le fardeau que ces affaires faisaient peser sur les enquêteurs. Oh, genre une centaine de fois. C'est pareil que d'arrêter de fumer. Oui, je ferai ça demain. Leurs interviews étaient brutes, remplies de réflexions sur des nuits blanches et le fardeau de porter les souvenirs de ces meurtres non résolus. Pour certains, rouvrir les dossiers était une chance de réparer une injustice. Pour d'autres, c'était un rappel douloureux de ceux qui n'ont pas pu sauver. Leur humanité contrastait fortement avec l'indifférence froide de Rifkin, créant une tension narrative qui tenait les spectateurs en haleine. L'un des moments les plus déchirants est survenu lorsqu'un membre de la famille d'une victime a parlé des années d'incertitude. L'angoisse de ne pas connaître le sort de leurs proches avait laissé des cicatrices que le temps ne pouvait guérir. L'espoir que ce documentaire puisse enfin apporter des réponses était à la fois exaltant et amer. Ces histoires de résilience et de chagrin ajoutaient des couches d'émotion, faisant du documentaire non seulement un récit de crime, mais un témoignage de l'impact durable de ta perte. La production elle-même était soignée, avec des visuels sombres et une musique envoûtante qui donnèrent le ton. La narration d'Annie plongeait les spectateurs dans le labyrinthe des enquêtes, leur donnant l'impression de faire partie du voyage. L'entrelacement du passé et du présent créait un sentiment d'urgence, rappelant à tous que le temps était compté pour résoudre ces affaires. Alors que le deuxième épisode arrivait à sa conclusion, il y avait un sentiment à la fois de résolution et de questions persistantes. Bien que le documentaire n'ait pas résolu tous les mystères, il a attiré une nouvelle attention sur les victimes et leurs familles, s'assurant qu'elles ne seraient pas oubliées. L'effort pour identifier les victimes inconnues s'est poursuivi, alimenté par l'intérêt renouvelé et le soutien généré par la série Cold Case Files. The Rifkin Murders n'était pas qu'un simple documentaire. C'était un rappel puissant de l'obscurité qui peut exister dans l'humanité et de la poursuite incessante de la justice. Cela laissait les spectateurs avec un mélange d'émotions. Tristesse pour les victimes, admiration pour les enquêteurs et une conscience glaçante du mal qui a autrefois marché parmi nous.